sur le boulevard Maloney ici. Savez-vous qui était M. Maloney? Non, pas du tout. D'après vous, c'était qui, M. Maloney? Ben, j'ai aucune idée, je suis désolée. Non, c'est pas c'était qui. Avez-vous une idée de ce qu'il a fait pour mériter d'avoir un boulevard à son nom? Il s'est fait voter comme premier ministre. Contracteur ou avocat? Ben, c'était un des fondateurs de Gatineau. Vous écoutez l'histoire secrète de l'Outaouais, une série sur le patrimoine culturel de la région 07. Pour souligner ses 40 ans d'existence, Culture Outaouais nous a donné le mandat de réaliser une série documentaire pour que les citoyens de la région et d'un peu partout connaissent mieux notre patrimoine culturel. Et même si l'équipe de Transistor est composée de fiers citoyennes et citoyens de la région qui sont engagés dans la culture d'ici, on a appris un tas de choses étonnantes sur les artistes et les œuvres qui ont marqué la région. En gros, on vous a trouvé des histoires oubliées ou méconnues qui valent la peine d'être découvertes ou redécouvertes. Bonne écoute! Pour le 3e épisode de la série, on a décidé de s'intéresser à un personnage qui a marqué le vieux hall, mais dont le nom est associé à un très long boulevard du secteur de Gatineau, M. James Patrick Maloney. Contrairement à son boulevard qui est surtout une artère commerciale, Maloney a été d'une grande importance dans le paysage culturel de l'Outaouais. C'est le grand retour de la réalisatrice Marie-Hélène Frenette-Assad qui nous raconte l'histoire de M. Maloney. Toi, Julien, savais-tu c'était qui J.P. Maloney? Non, vraiment pas. C'est pour ça qu'on a demandé à des gens compétents comme... Hugues Théoret, je suis historien. Je suis surtout d'abord un grand passionné d'histoire et notamment de l'histoire de l'Outaouais. Hugues nous a beaucoup aidé dans notre démarche pour comprendre qui était James Patrick Maloney. J.P. Maloney, c'est vraiment un personnage qui sort de l'ordinaire. Premièrement, c'est ce qu'on appellerait en anglais un self-made man. C'est un homme qui vient, d'une famille très modeste. Ses parents, son père, Thomas Patrick Maloney, qui est un immigrant irlandais qui vient s'établir en Outaouais, précisément à ce qu'on appelait Templeton. Donc, à la fin du 19e siècle, des agriculteurs tout à fait modestes. Et James Patrick, lui, va être un des enfants donc, de Thomas Patrick, qui naît en 1894 et qui va travailler finalement comme serveur. Il va travailler toute sa vie dans le milieu hôtelier, si vous voulez. Il a d'abord été serveur dans à l'hôpital, quel lapsus, à l'hôtel Russell, qui est tout près de la gare Union du Château Laurier à l'époque. Il va commencer comme serveur. Il va aussi travailler comme serveur dans des trains du Canadien Pacifique. Donc, il va vraiment commencer dans le milieu hôtelier au bas de l'échelle et il va ramasser son argent et tout ça. Il va finir par acheter, le premier hôtel qu'il va acheter, c'est qu'il va acheter l'ancienne maison de EBD. Il va acheter cette maison-là à Millen en 1936 et il va fonder le Standish Hall. Bon, je t'arrête quelques secondes, Hugues, juste pour donner un peu de contexte. EBD a fondé une usine de produits dérivés du bois, d'allumettes et de pâte et papier à la fin du 19e siècle. Son entreprise sera au cœur de la vie ulloise durant près d'un siècle. Le Standish Hall, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose si vous venez de l'Outaouais. C'était situé au coin du boulevard Taché et de la rue Montcalm. C'est d'ailleurs l'hôtel Crown Plaza qui se retrouve au même emplacement aujourd'hui. Le Standish était un endroit prestigieux et qui va devenir un haut lieu du jazz, non seulement dans l'Outaouais, mais au Canada. Julien, je sais pas pour toi, mais moi, j'avais jamais vraiment associé Hall à un haut lieu du jazz. Tu sais, c'est des rumeurs qu'on entend des fois, mais en poussant nos recherches, on réalise qu'à l'époque, les gens venaient de partout pour jouer au Standish Hall. D'abord, James Patrick Maloney, c'est pas un musicien en tant que tel, c'est un autodidacte. Et ce qu'on comprend, c'est par ses contacts, il va faire en sorte que, rapidement, le Standish Hall va devenir un lieu très prisé par les grands noms du jazz de l'époque. Et les gens s'imaginent mal qu'à cette époque-là, on avait Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Lionel Hampton. C'est difficile à croire que ces grands noms du jazz-là, qui venaient à Hall, qui performaient au Standish Hall dans les années, dès le début, dans les années 30, surtout dans les années 40,
C'est vrai que c'est difficile de s'imaginer tous ces grands noms du jazz performer à Hull, alors qu'en 2018, on n'a même pas un club ou un festival de jazz dans la région. T'as bien raison. Le Standish va devenir une plaque tournante du jazz en Outaouais, et après l'achat de l'ancienne maison des B&D en 1936, Maloney ne s'arrête pas là. 2 ans plus tard, il va acheter l'hôtel chez Henri, qui avait été fondé par Henri Burger, actuellement sur la rue du Portage, et il va en faire aussi un bar, un lieu de musique, de jazz, et il va habiter, et ce qui est particulier, c'est qu'il va habiter toute sa vie, il va habiter au dernier étage de l'hôtel, dont on retrouve encore aujourd'hui les vestiges qui ont été sauvés, heureusement, sur la rue du Portage. Donc, et la même année, il va aussi acheter le chaudière Country Club, qui est situé à l'emplacement actuel de l'hôtel Hilton Château-Cartier, près du secteur Elmer, qui va aussi être un haut lieu du jazz. Avec 3 établissements prestigieux et réputés, Maloney venait de créer un circuit du jazz qui allait faire de l'Outaouais un incontournable pour les musiciens de l'époque. C'était donc inévitable que naissent aussi des vedettes locales sur la scène musicale de la région. Jean-Pierre Moisan, musicien et passionné de l'histoire du jazz, nous a parlé de René Laflamme, un personnage coloré qui a marqué l'histoire du Standish Hall et des autres établissements de Maloney. Bien, René Laflamme, ça a l'air qu'à 30 ans, c'était en 1930, d'après ce que je comprends, il est né en 1900, donc à 30 ans, il a décidé qu'il était pour être musicien. Le gars était pharmacien, il y avait 3 pharmacies, il en a vendu 2. Il était quand même bon musicien, d'après ce que je comprends, parce qu'il lisait la musique, il jouait dans des orchestres classiques aussi. René Laflamme, ou Renèse Laflamma, du nom d'artiste qui s'était donné, était aussi un inventeur. Tous les soirs, il allait dans remise avec son ami du Conseil national de la recherche, où il était en train de construire pendant 5 ans de Magic Unico Piano. Ça, c'était comme le premier synthétiseur, genre. Il dit, tu pesais sur un piton, puis là, il dit, tout était là physiquement. Tu avais un vibraphone qui jouait. Puis là, tu avais un autre instrument qui jouait. Il avait tout inventé ça. Laflamme a aussi lancé la carrière d'un trio de chanteuses, les Sœurs Grenier, mieux connues sous le nom des Grenèse Sisters. René Laflamme cherchait une chanteuse. Il dit, tu devrais l'écouter. Ben, il dit, amène-la. C'était comme un genre de Casanova, là. Ça fait qu'il l'amène, puis là, il dit, as-tu des sœurs? Puis là, il a créé un trio. Ça fait que là, au Standish Hall, Renèse Orchestra, featuring the Grenèse Sisters from Chicago. Ils sont jamais sortis de Gatineau. Ça fait qu'il se créait une affaire, là. D'autres gens nous ont aussi parlé des Grenèse Sisters, dont Bernard Lacroix, qui a travaillé à l'hôtel chez Henri et qui sortait dans sa jeunesse au Standish Hall. Il y avait les Sœurs Grenier qui venaient chanter là. Donc, les Sœurs Grenier étaient connues à travers l'Outaouais, toujours habillées en belle robe de soirée, le micro, tu sais, puis il y avait le pianiste, mon Dieu, comment il s'appelait? Si on veut parler principalement du Standish Hall, quand je fréquentais mon épouse, on allait danser là. OK. Il y avait le ballroom. Ouais. Et puis, autour du ball, c'était arrangé que c'était toutes des tables rondes. Et puis, c'était arrangé comme un peu en cabaret. Et puis, on prenait un coup, c'est sûr. Et puis, il y avait le plancher de danse. Ouais. Le plancher de danse qui était très grand. Il y avait toujours beaucoup de monde les samedis soirs. Les samedis soirs, dans ce temps-là, on sortait. Et puis, c'était la grande distraction. On changeait, on se mettait sur notre 36, puis il y avait des orchestres extraordinaires. Pour sortir au Standish Hall, la cravate était obligatoire et pour y travailler, le code vestimentaire était aussi très strict. Il fallait que tous les employés se mettent en ligne comme dans l'armée, puis s'il y en avait un qui n'avait pas ses souliers cirés, ben il travaillait pas. Ça fait que c'était quand même un endroit chic, tu sais. Au début des années 50, un terrible drame frappe le Standish Hall. Le 5 août 1951, aux petites heures du matin, un incendie qui s'est déclaré au Standish Hall. Et Louis Armstrong, qui dormait à ce moment-là, qui a été réveillé par
par une dame qui est venue cogner à sa porte. Et sans l'intervention de cette dame-là, Louis Armstrong serait probablement mort lors de cet incendie-là. Donc, il a réussi à sortir par l'escalier de secours en pyjama, littéralement en pyjama. On peut voir des photos dans les journaux de l'époque. Si Armstrong a été sauvé in extremis des flammes, ce soir-là, l'incendie du Standish a quand même fait une victime. Oui, la nuit du 5 août 1951 s'est terminée de façon dramatique. Ce soir-là, il y avait Velma Middleton qui jouait au Country Club, si vous voulez, et qui couchait, si vous voulez, dont les musiciens couchaient logeaient au Standish Hall. Et le batteur de la populaire chanteuse Velma Middleton, Rafael Gomez, donc le batteur du trio, Lázaro Di Quintero, a eu malheureusement moins de chance. Un homme, donc le jeune homme âgé de 22 ans à peine, originaire de New York, qui n'a pas réussi à s'échapper des flammes et qui est décédé lors de cet incendie-là. Il y avait aussi un membre de l'orchestre de Louis Armstrong qui s'est littéralement jeté du haut de la fenêtre et qui a eu la colonne vertébrale brisée. Donc, c'était un incendie tragique. Le Standish Hall va être reconstruit, mais le nouvel édifice va être loin de la somptueuse demeure des B&D. Ben oui, quand on regarde les photos prises autour de 1975, ça a plus l'air d'une bibliothèque municipale ou même d'une prison que d'un haut lieu du jazz. Ouais, c'est pas bien beau. L'endroit va devenir moins populaire et on peut dire que le feu du Standish coïncide avec la fin des belles années du jazz à Hull, entre autres à cause de l'arrivée du rock'n'roll. Une des choses qui m'a le plus marqué en faisant des recherches sur les établissements que possédait J.P. Maloney, c'est que le Hull des années 40 ne connaît à peu près pas de tension raciale. Ouais, Hugues Théoret nous a raconté qu'à l'époque, on était loin des hostilités entre les francophones et les anglophones qui ont caractérisé le vieux Hull des années 80 et 90. Ouais, il nous a aussi raconté que l'Outaouais était une sorte de terre de refuge pour les musiciens afro-américains. Hugues Théoret nous cite le musicien Benny Powell sur le sujet. Je le cite au début de 51, je jouais avec Lionel Hampton à Ottawa, j'avais 21 ans. Pris entre la méchanceté de Hampton et le racisme aux États-Unis, j'en avais marre. C'est alors que j'ai découvert un endroit où il n'y avait ni méchanceté ni racisme. C'était à Hull, au Québec. Le racisme dont étaient victimes les Noirs aux États-Unis dans les années 50 a contribué très certainement au fait que beaucoup de ces musiciens jazz-là, afro-américains, qui venaient à Hull ou qui se sentaient à l'aise, ne sentaient pas cette ségrégation raciale-là, comme c'était le cas aux États-Unis, il faut le dire. Bon, aujourd'hui, on pense à Louis Armstrong, on pense à Duke Ellington, on les vénère. Il faut rappeler que dans les années 40-50, ils ne pouvaient pas jouer, ils ne pouvaient pas performer n'importe où. Si selon Hugues Théoret, la ville de Hull des années 40 est ouverte et accueillante, on réalise également qu'elle était aussi assez sécuritaire. Même que Jean-Pierre Moisan est contre l'appellation Petit Chicago qu'on donne souvent au vieux Hull de ces années-là. On parle du taux de criminalité à Hull. Il y en avait 5 fois plus dans des villes québécoises comme Québec et Trois-Rivières, mais c'était un différent genre de criminalité que Chicago. On avait des gossous, tandis que là, il y avait le massacre de la Saint-Valentin, tu sais. C'est pas la même affaire, là. C'est pas Chicago. C'était quand même un endroit sécuritaire. C'était un endroit où... Super sécuritaire. Ah oui, on n'entendait pas parler de toutes les histoires noires d'aujourd'hui, là. J'ai jamais eu peur de rentrer dans un hôtel avec mon épouse. Ouais. Comme on l'a déjà mentionné, J.P. Maloney était aussi propriétaire d'un autre bâtiment hyper important dans le patrimoine de la région, l'hôtel chez Henry. Bernard Lacroix, qu'on vient tout juste d'entendre, nous décrit cet endroit mythique. J'ai travaillé à 2 endroits à l'intérieur de l'hôtel, parce que c'était un hôtel avec... il y avait le salon d'or et au 2e étage. Puis au 1er étage, avec une entrée séparée, il y avait la salle à dîner. Il y avait une salle à dîner fabuleuse. C'était juste en face du palais de justice, donc on recevait les avocats, les juges, tout ce beau monde-là venait manger chez Henry. L'hôtel chez Henry est intimement lié à J.P. Maloney et surtout à la fin de sa vie. L'historien Michel Prévost a accepté de nous en parler. Il faut savoir qu'il vivait en ermite.
Alors, les gens ne le voyaient pas. Il était au dernier étage de chez Henri. Alors, pendant longtemps, c'est un homme qui faisait beaucoup jaser. C'est fou parce que la vie de J.P. Maloney était vraiment secrète et mystérieuse. Il me semble aussi qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent à son sujet. Ouais, vraiment. Comme on en sait peu sur lui, c'est difficile de démêler le vrai du faux et certaines rumeurs sont vraiment étonnantes. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Avec Maloney, c'est un peu... on dit aussi que Al Capone aurait séjourné chez Henri. Prenez ça avec un grain de sel. On a dit après peut-être son cousin. Mais ça fait partie des légendes urbaines. Tous ceux qui m'en ont parlé me disent à quel point il vivait en ermite, surtout les dernières. Mais on dit qu'il y avait toujours des belles infirmières qui venaient le voir. Et ça, c'est des gens qui travaillaient chez Henri qui m'ont dit ça. Mais encore une fois, on a dit beaucoup de choses concernant Maloney. Moi, comme historien, comme archiviste, j'aime plutôt m'appuyer sur des documents et non sur des rumeurs. Puis vous, avez-vous déjà rencontré M. Maloney? Je ne l'ai pas rencontré comme tel, mais je l'ai vu. Okay. Je l'ai vu qui était habillé avec un manteau, un manteau de cils, c'est un manteau de vison, en fait. Okay. Et puis, il faisait spécial un peu. Entre autres, je l'ai vu à la première pelletée de terre de l'église Saint-Jean-Vianney à Gatineau. La grosse église qu'il y a là. Donc, la première pelletée de terre qu'il y a eu en 1946, j'étais là, puis J.P. Maloney était là. Ce M. Maloney-là a été un mécène très généreux dans la ville de Gatineau. Il a toujours donné des terrains pour des écoles. Il a aidé franchement là, des jeunes à partir dans la vie. C'est un bon bonhomme. Il est décédé, il n'y avait pas d'enfant et il y a eu un encan public. Je suis allé au château Laurier. C'était un homme très, très riche, un homme très cultivé. Il avait de la porcelaine de Sèvres. C'était un grand collectionneur. Alors, toute sa collection a été dispersée et aussi, il a déshérité ses neveux. S'en est suivi une longue saga judiciaire au sujet de l'héritage de Maloney, qui va aussi contribuer au mythe et à la légende autour de l'homme d'affaires. À la fin de ma recherche, Julien, un dernier mystère me hante au sujet de J.P. Maloney. Ce serait quoi le mystère? Une rumeur, un peu farfelue, je l'avoue, veut qu'il aurait caché un trésor. Mais attends, quel genre de trésor? Genre des millions de dollars cachés dans les murs de chez Henri. Puis on le sait, en 2009, au grand désespoir de la population et des historiens de la région, une grande partie de l'édifice de l'ancien hôtel chez Henri a été démolie. Et ça, malgré le fait que la ville avait cité l'immeuble patrimonial en 2003. On saura probablement jamais si c'est vrai ou pas cette histoire de trésor, mais j'avoue que j'ai comme envie de croire à cette légende qui s'ajoute au personnage mythique qu'était James Patrick Maloney. L'Histoire secrète de l'Outaouais est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Culture Outaouais. Cet épisode a été réalisé par Marie-Hélène Frenette-Assad. Découvrez d'autres histoires secrètes du patrimoine culturel de l'Outaouais sur la Fabrique culturelle ou dans toutes les applications de balado-diffusion.